Lorsque votre plan sur 5 ans devient un plan sur 5 jours, vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Oh, mon cher Mathieu, que j'ai pensé à toi ce matin. Je t'imaginais collé au plafond en train de lire l'éditorial de Brian Miles dans Le Devoir. Et si tu permets, Mathieu, je vais en lire un extrait parce que Brian Miles dit que, bon, Paul Saint-Pierre Plamondon a tout un défi à relever, reconstruire son parti et tout ça. Mais il dit surtout rendre la notion de souveraineté sexy auprès des jeunes. Alors, il dit, encore faudra-t-il persuader les jeunes qu'il s'agit d'un projet inclusif, tourné vers l'avenir, et non un projet alimenté par le ressentiment et la méfiance à l'égard de l'autre. Il dit que, il faut que l'idée d'indépendance progresse au-delà du petit club social de nostalgiques et qu'il faut penser à l'altérité au lieu de vouloir prêcher aux convertis. Bref, mon cher Mathieu, pour Brian Miles, tout ce qui est identitaire, c'est de la méfiance, c'est de la nostalgie, c'est de la peur de l'autre. Et là, ça, c'est pas un édito de la presse, c'est un édito du Devoir. Ouais, je dirais, en premier lieu, j'aurais bien voulu sauter au plafond en le lisant, mais comme trop souvent, j'oublie aujourd'hui de lire l'éditorial de l'évêque du Devoir. Moi, les saintes écritures, les encycliques, tout ça, je m'y réfère peu. Donc voilà pourquoi j'ai tout simplement oublié de lire Brian Miles. Je devine qu'il ne m'en voudra pas, puisque dans mon cas, c'est régulier. Je le lis lorsqu'on me rappelle qu'il existe. Et c'est assez rare qu'on me le rappelle d'ailleurs. Première chose. La deuxième, ce qui est paradoxal dans son propos, si on décide de s'y intéresser, c'est qu'il n'est pas fondé sur les faits. C'est-à-dire qu'en ce moment, le nationalisme dit identitaire, entre guillemets, est infiniment plus populaire que la souveraineté. On peut s'en désoler, par ailleurs. Moi, je souhaiterais que l'indépendance soit hyper majoritaire, mais le fait est que la charte de la laïcité, par exemple, la charte des valeurs, il y a quelques années, était beaucoup plus populaire que l'indépendance en tant que telle, et qu'il y aurait quelque chose d'un peu étrange dans cette idée que l'indépendance devrait se définir contre le nationalisme dit identitaire, d'autant que le nationalisme identitaire, c'est une formule un peu, ça relève de la répétition, là. C'est-à-dire le nationalisme, par définition, est identitaire, et si on sent le besoin aujourd'hui de le préciser, c'est parce qu'on s'est, pendant une vingtaine d'années, il y a eu une espèce de discours médiatique récurrent, discours académique aussi, qui cherchait à vider le nationalisme de toute substance pour le définir simplement en termes juridiques et territoriaux, oui. dans le vidant de la culture, de l'identité. Mais par définition, le nationalisme est ancré dans une identité commune. Par définition, une identité commune est ancrée dans une histoire. Mais apparemment, ces quelques évidences relèvent aujourd'hui de la provocation identitaire. Donc, en dernière instance, je ne doute pas que pour un petit lectorat qui est persuadé d'avoir un accès immédiat à la vertu, disons ça comme ça. D'ailleurs, un de mes amis surnomme comme ça Le Devoir aujourd'hui, il le surnomme la vertu. Mais quoi qu'il en soit, la grande majorité de l'opinion aujourd'hui est ralliée autour des questions d'identité, et je pense que les souverainistes ne peuvent pas faire l'économie d'un ancrage dans cette conscience dite identitaire, qui n'a rien, soit dit en passant, de condamnable, qui n'a rien de coupable, qui n'est rien d'autre que l'expression de ce que René Lévesque appelait en d'autres temps notre différence vitale. Exactement. Et pourquoi faire l'indépendance, sinon pour justement défendre notre langue, notre pérennité, notre histoire, notre mémoire, notre passé, nos valeurs, etc. Si c'est pas pour ça, pourquoi on fait l'indépendance d'abord? Oui, c'est ça. Donc là, c'est que ça nous ramène à cette tradition qui veut, est-ce autrefois c'était indépendance et socialisme, aujourd'hui c'est autre chose, mais globalement, l'indépendance ne serait noble que si elle se débarrassait du nationalisme, que si elle devient le vecteur d'autre chose que d'elle-même, que si elle devient le point d'appui, le cadre d'un projet de société progressiste et inclusif. Puis là, il faut mettre des traits d'union à chacun de ces mots-là. C'est un courant qui existe, sans le moindre doute, mais le fait est que le jour où les Québécois vont se tourner vers l'indépendance, c'est qu'ils y verront l'expression, je dirais presque naturelle, de leur désir d'exister comme peuple. Et ensuite, les circonstances historiques ne sont pas favorables, en fait politiques, ne sont pas favorables en ce moment. Le PQ, on est 25 ans après la défaite de 95, il commence à peine à comprendre ce qui lui est arrivé.
une fois que c'est dit, je pense qu'il n'y a d'avenir au nationalisme québécois qu'en se réconciliant avec la conscience vitale qu'ont les Québécois d'exister comme peuple. J'ajoute que c'est lorsque les Québécois ne doutent pas un instant de leur existence qu'ils sont capables d'intégrer des nouveaux arrivants, parce qu'on ne s'intègre pas à une identité flasque et molle. On s'identifie à une identité, on adhère à une identité forte, pour que une d'attraction qui ne doute pas d'elle-même. Et pour que je m'ouvre face à l'autre, pour que je m'ouvre à l'autre, il faut que j'existe, il faut qu'il y ait un je et il y a l'autre. C'est exactement ça, c'est le paradoxe, c'est-à-dire pour que je m'ouvre à l'autre, encore dois-je exister et me d'exister autrement qu'en tant qu'autre. Mais il faut voir que de ce point de vue, il y a en ce moment au Québec une forme de zèle dans la désincarnation. Par exemple, dans tous les débats qui nous parle de nos rapports avec les Premières Nations, les Autochtones, une question fondamentale. Mais quand on lit les textes qui tournent autour de ça, de plus en plus on parle des Autochtones, donc d'un côté, et des Québécois, la majorité, comme on les appelle, on les appelle les Allochtones. Donc les Québécois eux-mêmes se définissent en tant qu'autres. C'est-à-dire qu'on est passé dans notre histoire, on est passé de français à canadien français, à québécois francophone, à allochtone. Nous sommes l'autre. On n'est même plus capable de se dire d'ici. On n'est même plus un peu qu'on est l'autre. On est le non nous-mêmes. C'est quand même, on pousse aujourd'hui le désir d'ouverture jusqu'à l'expropriation symbolique de soi-même. C'est quand même pas mal. Alors moi, à un moment donné, on va falloir retrouver cette puissance transgressive qui consiste à dire que nous existons en tant que peuple, nous sommes une nation, nous avons une réalité indéniable, et puis il n'y a rien de gênant là-dedans, mais on est dans une étrange époque, et ça, on vit dans ce qu'on pourrait appeler ça la réalité alternative et parallèle du monde médiatique et académique. C'est-à-dire un monde dédoublé, un monde reprogrammé dans les concepts politiquement corrects. Un monde où la question n'est pas de savoir si quelque chose est vrai ou pas vrai, mais savoir si c'est woke ou pas woke, si c'est moralement respectable selon les codes du politiquement correct ou si c'est populiste, phobe et ainsi de suite. Donc devant tout cela, me semble-t-il, il faut simplement s'ancrer dans la réalité. Donc eux aussi vivent dans un monde post-réel. Ils vivent dans le monde des faits alternatifs. Je veux dire, affirmer que la Charte des valeurs, comme je l'ai entendu hier à Radio-Canada, affirmer que la Charte des valeurs est un boulet, le PQ porte encore le stigmate de la Charte des valeurs, c'est simplement se ficher de la réalité. La réalité, c'est que la Charte des valeurs avait à peu près 65 à 70% d'appui, que le Parti québécois n'a pas été coulé par la Charte des valeurs, mais par l'indépendance. Je m'en désole, je l'aurais dit, personnellement, moi, la grande cause de ma vie, c'est l'indépendance du Québec. Mais le fait est que la Charte des valeurs était plus populaire. Donc, on est dans un monde parallèle, une réalité alternative, remplie de faits alternatifs, comme dirait une conseillère trumpienne. Mais le problème, c'est qu'au Québec, je dirais que ce monde alternatif, il est labellisé progressiste. Et il va falloir simplement... C'est terrible, hein? On est dans un monde où on doit se battre énergiquement pour rappeler l'existence de la réalité. Et ça nous ramène, me semble-t-il, à Chesterton, que j'aime citer. Chesterton qui avait cette belle formule à propos de l'espèce de tentation quand les modernes de toujours douter de tout. Il dit on en arrivera même à un monde qui doutera de l'existence de la table de multiplication. Hein? C'est-à-dire on est arrivé dans un monde où dire que 2 plus 2 égale 4 relève de la provocation. Eh bien, provoquons et rappelons simplement que la réalité, c'est que les Québécois n'ont pas à avoir honte de leur identité. Mais ça, c'est dans le devoir. Je reviens là-dessus. Là. Il y a une petite gang qui a comme hijacké, excuse-moi, permets-moi l'anglicisme, détourné le devoir, parce que le devoir, c'était quand même le journal des nationalistes, le journal des... Non, c'est le journal des c'est le journal d'Henri Bourassa, c'est le journal de Lise Bissonnette, c'est le journal de Bernard Descoteaux. C'est une longue tradition, le devoir. Et là, c'est comme si d'une certaine manière, le devoir d'essayer de tourner le dos à son lectorat. Donc, il y a des traces résiduelles de l'ancien devoir, du paléo-devoir. C'est Christian Rioux, qui est évidemment le meilleur chroniqueur et journaliste de ce devoir. Et paradoxalement, il est conspué, ou peut-être est-ce pour cela qu'il est conspué. Quand il fait une chronique, presque une fois sur deux, il est obligé de répondre ensuite, et il est largué quelquefois par le journal, mais il se défend, puis il incarne, je pense aussi qu'il est le dernier contact avec le lectorat payant de ce journal. Puis de l'autre côté, le devoir
voir que c'est son virage woke, mais c'est comme le ministère de l'Éducation qui, d'une certaine manière, se tourne contre l'éducation. C'est comme le Parti québécois qui longtemps s'est tourné contre l'identité. On est dans une société un peu étrange où les élites ont connu une forme de conversion idéologique qui les amène à détourner souvent des institutions de leur mission fondamentale. C'est comme la revue Liberté, une revue qui est un peu marginale aujourd'hui, mais qui est une des grandes revues de la Révolution tranquille et qui aujourd'hui se redéploie en reniant intégralement son héritage. C'est le drame des institutions du Québec moderne, me semble-t-il, qu'elles s'éloignent de plus en plus de leur fonction fondamentale, de leur fonction d'origine, de leur mission véritable, pour servir, pour être réenrégimenté dans la logique de la rééducation progressiste. Écoute, tu voulais nous parler de la refonte du programme d'histoire au collégial. On en parlera demain, si tu veux. On va mettre ça dans le frigo, tiens, puis on pourra ressortir le sujet demain. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci, Mathieu Bock-Côté. Avec ATES Médical, le seul masque lavable de niveau médical sur le marché, test à l'appui. Portez-le jusqu'à 6 heures consécutives sans ressentir les effets d'étouffement. Conçu par un ingénieur du Québec, le masque lavable d'ATES Médical comporte 5 couches de protection ultra résistantes, dont une membrane de silicone haute performance permettant une respiration plus facile, tout en bloquant à 99% les micro-gouttelettes et les bactéries contagieuses. Disponible en bleu ou en noir, commandez votre masque lavable de niveau médical en ligne au atesmed.com. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Salut Mathieu, écoute, j'entendais Conrad Sioui, que j'aime bien, chef de la nation Huron-Wendat, qui disait concernant le racisme systémique, là, arrêtez là, avec c'est-tu systémique, c'est-tu pas systémique, là, on peut-tu rien que prendre des actions concrètes là, pour essayer d'améliorer la situation des Amérindiens, des Autochtones, des Premières Nations ici, là, arrêtons là, avec quel mot, quelle étiquette on va donner à ça. Je trouvais que c'était enfin les deux pieds sur terre, là. Oui, en fait, c'est qu'il y a il faut savoir à quel problème on s'attaque finalement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des problèmes liés à la situation des Autochtones, sans le moindre doute? Quelle est leur origine? C'est lié sans le moindre doute aussi à la loi fédérale sur les Indiens qui institutionnalise une forme d'apartheid au Canada. Faut quand même le dire. Ensuite, ce n'est pas qu'une bataille sémantique, hélas, parce que ce qu'on voit, c'est j'ai eu l'occasion de le dire à quelques reprises, la théorie du racisme systémique. Par exemple, on va faire le procès de la loi 21, je l'ai déjà dit. Au nom de cette théorie-là, on va nous expliquer que toute idée d'universalisme n'est en fait que le masque de la tyrannie de la majorité. On va nous expliquer que l'idée de république ou de laïcité, c'est ça. On va que même le libéralisme, en dernière instance, c'est de la discrimination de racisme systémique. Donc, devant cela, ce n'est pas qu'une bataille sémantique, hélas. Et quand on nous dit je suis le premier à croire que le bon diagnostic implique l'usage de bons concepts. Alors, si on veut s'intéresser à la question autochtone au Canada à part entière, en sachant qu'elle n'est pas partout, se présente pas partout de la même manière, que dans certaines régions c'est une chose, dans d'autres régions c'en est une autre, c'est pas partout de la même manière dans toutes les provinces. Si on veut tenir compte de ça, je pense que c'est fondamental. La question autochtone aujourd'hui prend une place centrale dans notre vie politique et c'est très bien, mais quand elle est instrumentalisée, comme on le voit chez certains, pour faire le procès de toute forme d'organisation sociale, on pourrait dire libérale et nationale, là, c'est que ce n'est plus qu'une guerre sémantique, derrière ce jeu de concepts se cache une volonté d'accusation de la société. Je me permets juste de donner un exemple. On a une femme qui s'appelle Robin DiAngelo, qui est l'espèce de papesse, disons ça comme ça, du concept de fragilité blanche, qui est une figure centrale, vraiment centrale, du nouvel antiracisme, qui est en fait une forme de racisme anti-blanc aux États-Unis. Ce nouvel antiracisme-là, elle nous explique que tous les blancs sont racistes du simple fait d'être blancs, parce qu'ils ont été socialisés dans une civilisation où le blanc s'est institué, sans l'avouer, comme norme raciale et de civilisation. Elle nous dit que l'idée d'universalisme, c'est de la suprématie blanche. Elle nous dit que la liberté d'expression est masque en fait souvent un discours suprémaciste. Bon, alors je pense que il faut prendre au sérieux ces concepts-là. François Legault, dans les circonstances, tient bon, mais la question que je me pose depuis le début, c'est combien de temps pourra-t-il tenir devant le harcèlement médiatique qu'il subit? Et surtout, je pense que François Legault, c'est sa force et sa faiblesse. François Legault, il y a le bon sens avec lui, il y a le sens commun. Le problème, c'est que quelquefois, j'ai l'impression qu'il ne sait pas pourquoi il pense ce qu'il pense. Alors, ce serait bien qu'il réfléchisse au fondement de son refus de ce concept-là, pas seulement pour des raisons, contrairement à
ce que disent certains analystes qui disent « Ah, c'est parce qu'il veut pas heurter sa base électorale. » Non, sa base électorale, c'est pas des crétins consanguins capables de comprendre des choses. Ça se peut que Legault lui-même soit en désaccord avec ce concept, mais qu'il prenne la peine d'articuler sa critique, parce que sinon le harcèlement médiatique va continuer sans arrêt. Ça nous en dit beaucoup, soit dit en passant, sur le pouvoir exagéré des médias qui sont aujourd'hui, je pense, le premier pouvoir, alors que le politique est devenu le contre-pouvoir. Ça, c'est l'autre aspect de la crise qu'on vit en ce moment. Tout à fait. Écoute, comme Lucien Bouchard, tu es inquiet de ce qu'on va enseigner dans les cours d'histoire. Parle-nous de ça. Alors, cours d'histoire au collégial, modification du cours d'histoire de civilisation occidentale. Globalement, on va biffer au nom d'une conception de l'histoire qui la rapprocherait des temps présents. En fait, l'Antiquité, donc gréco-latine, et le Moyen-Âge seront relativisés, biffés, neutralisés, dilués dans une histoire du perspective mondiale, comme on dit. Pardon, ce n'est pas spécifique au Québec, cette tentation-là de diluer l'occidental dans le mondial, de diluer le national dans le mondial. Mais là, le problème qu'on a avec ça, c'est que ça vient gommer, ça vient biffer, ça vient effacer les origines même de notre civilisation, la capacité de retracer la singularité de notre civilisation. Donc, c'est sources premières. On pourrait dire le rapport, par exemple, aux Grecs, c'est le rapport à la philosophie, à la cité, aussi à la rigueur, chez les Romains, le rapport au droit. À travers ça, c'est les rapports aux grands textes qui ont façonné notre civilisation. C'est la source existentielle et philosophique. Donc, il y a une volonté, pour différentes raisons, certaines qui se disent pragmatiques, d'autres qui me semblent plus idéologiques, d'effacer ces origines-là du cours d'histoire au collégial. Je pense que le gouvernement, le politique, la classe politique, l'ensemble de la classe politique devrait se mobiliser contre cette espèce de coup d'État pédagogique pour dire non, dans l'histoire de la civilisation occidentale, c'est important. C'est qu'on ne veut pas remonter plus loin que le 15e siècle. Mais cela dit, Mathieu, je comprends là, en théorie ce que tu dis, c'est important l'Antiquité et tout ça, mais je veux dire, ils connaissent même pas René Lévesque. Ils connaissent même pas Pierre-Éliott Trudeau. Ils connaissent même pas Michel Tremblay. Tu sais, fait que là, on va commencer par ça, là, tu sais. Si en plus, il faut leur enseigner Platon puis Socrate, on n'est pas sorti du bois, là. Ça, c'est pas la même chose. Platon et Socrate, heureusement, sont enseignants en philosophie. Donc ça, c'est assuré à tout le moins. Mais le problème, c'est que je dirais que pour comprendre René Lévesque, il faut comprendre que René Lévesque connaissait lui-même sa formation. C'était le cours classique il y avait un rapport trouble à ça. Mais René Lévesque connaissait cet univers mental-là. Lucien Bouchard aussi, Jacques Parizeau aussi. Donc, pour comprendre l'action politique de René Lévesque, il faut comprendre minimalement la civilisation dans laquelle il s'inscrivait lui-même. Or, me semble-t-il qu'aujourd'hui, on est dans une espèce d'environnement étrange qui valorise paradoxalement une forme d'inculture. L'histoire du Québec, puis j'ajoute qu'au niveau collégial, le cours d'histoire de civilisation occidentale, quand on le fait, c'est un cours qui était censé forger, au-delà d'une addition de connaissances, de forger quelque chose comme une forme de conscience de civilisation, ni pour la célébrer, ni pour la maudire, mais c'est pour la comprendre. Or, ou la connaître. Or, me semble-t-il que c'est pas de trop, et je sais plus largement l'ensemble du parcours scolaire qu'il faut questionner. Hein. C'est-à-dire, normalement, quelqu'un qui sort de l'école devrait savoir, en gros, plus que des rudiments d'histoire du Québec, plus que des rudiments d'histoire occidentale. Or, c'est pas le cas en ce moment. Ce qui fait, soit dit en passant, mais ça, c'est une chose qu'on constate, la jeune génération a une conscience historique tout à fait brouillée. Elle ne retient du passé qu'un musée des horreurs. Elle n'y voit qu'une série de discriminations et ne fait que se célébrer elle-même de s'être arrachée à cet héritage toxique et empoisonné, ce qui est assez triste quand même. Mais je suis d'accord avec toi, mais sauf que c'est beaucoup demandé au système d'éducation. Là, il faut sauver les meubles. Comme je te dis, ils connaissent même pas l'histoire moderne. Là, la crise d'octobre, ils n'ont jamais entendu parler de ça. L'autre jour, j'écoutais à la télévision, il y a quelqu'un qui savait pas, on lui montrait une photo d'Yvon Deschamps. Elle n'avait aucune idée c'était qui Yvon Deschamps. Fait que là, on va commencer par ça, l'histoire récente et moderne, et là, l'Antiquité, on verra après, là, non? Non, mais que tout soit un désastre ne fait pas de doute. La question n'est pas là. Mais ensuite, le fait est que ça existe déjà. Ce cours existe déjà. Il a été modifié
pour qu'on en gomme l'Antiquité, le Moyen-Âge. Donc là, c'est un effacement qu'on donne. Et ensuite, qu'on rajoute, comme l'avait proposé Pierre Duchesne, un cours d'histoire du Québec au collégial. Il avait proposé ça, faut pas l'oublier. Qu'on renforce l'enseignement de l'histoire au secondaire comme c'est déjà engagé comme processus suite au rapport Beauchemin qui était lié au gouvernement Marois. Alors ça, c'est très bien, c'est même essentiel. Mais il n'est pas interdit de penser que du primaire au secondaire au collégial, la formation devrait former quelque chose comme l'idéal d'un citoyen complet. Et de ce point de vue-là, que chaque palier d'enseignement fasse son travail et qu'au niveau collégial, qu'on donne mieux le cours, qu'on l'oriente autrement, quand sais-je, il peut y avoir des discussions, mais que l'on biffe consciemment les origines d'une civilisation, eh bien, ça fait en sorte qu'elle deviendra incompréhensible. Comment comprendre la Renaissance si on ne comprend pas que la Renaissance fait référence à l'Antiquité, dont elle veut faire renaître certains des idéaux esthétiques et ainsi de suite et philosophiques. Il y a quelque chose. Ben oui, puis que la Renaissance, ben c'était justement la Renaissance après le Moyen Âge qui était une période d'obscurité, là. Et par ailleurs, le Moyen Âge ne mérite pas la si mauvaise réputation qu'on lui a fait. Je veux dire, les Américains, je pense que les Anglo-Saxons qui disent Dark Age, le Moyen Âge, c'est une période infiniment plus complexe. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui voulaient rompre avec lui en avaient pas une considération très élevée. Mais une fois que tout cela est dit, j'ai l'impression que la connaissance historique est la première des connaissances démocratiques. Elle permet de savoir minimalement dans quel univers on évolue. Et quand la conscience historique s'aplatit ou se décompose ou se dénature ou s'empoisonne, c'est le rapport au réel qui est troublé. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qui fait en sorte, soit dit en passant, qu'on n'est pas capable de distinguer, par exemple, le rapport qu'ont entretenu les Français avec les Amérindiens, les Autochtones, et le rapport qu'avaient les Anglais. Si on a un minimum de connaissances historiques, ça nous éviterait de dire beaucoup de conneries. Oui, mais ces connaissances-là sont absentes. Mathieu, quand je veux déprimer solide, là, je pense à notre système d'éducation au Québec. Puis je déprime solide. Tu peux te déprimer en pensant à beaucoup d'autres systèmes d'éducation de ce point de vue. Je pense que l'échec de la transmission de la culture, on n'en a pas le monopole, heureusement ou hélas. Ça, je sais pas, je pourrais pas dire. Mais je crois, cela dit, que le message de Lucien Bouchard, il était fondamental. Bouchard a déjà dit dans son livre L'être un jeune politicien qu'il s'en voulait d'avoir laissé faire la réforme scolaire, essentiellement, et que s'il revenait un jour, ce serait pour être ministre de l'Éducation. Je devine qu'il n'en a pas envie ces temps-ci, et que le ministre de l'Éducation actuel s'inspire peut-être un peu de Lucien Bouchard. Oui, tout à fait. Puis il faut se rappeler, la fameuse réforme, c'était sous Marois, je crois. C'était sous le PQ, sous le gouvernement de Pauline Marois. Oui, mais c'est une longue réforme qui remonte aux années 90. C'est une longue réforme qui s'est déployée. Ensuite, Mme Marois, François Legault, ils ont tous embrassé cette affaire-là. Mais c'est tout. Pour derrière ça, c'est l'espèce de coup d'État pédagogique qui s'est opéré pédagogiste qui s'est opéré au ministère de l'Éducation. Et de ce point de vue, la restauration d'une conception de l'éducation humaniste ancrée dans les humanités occidentales, le patrimoine de civilisation qui est le nôtre, me semble, ça c'est la tâche d'une ou deux générations, mais elle me semble absolument nécessaire aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Bock-Côté, bonne journée. 5 ans devient un plan sur 5 jours. Vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, il y a un livre qui fait beaucoup jaser ces temps-ci, c'est de Frédéric Lacroix. Pourquoi la loi 101 est un échec? Tu l'as lu, qu'est-ce que tu en penses? Je crois, pour peu qu'on laisse de côté la COVID de quelques minutes, si c'est possible, que c'est l'événement intellectuel de l'automne. C'est un livre, donc Frédéric Lacroix, c'est un chercheur indépendant, il publie aux éditions du Montréal Pourquoi la loi 101 est un échec. C'est une étude on pourrait dire, de la situation linguistique de la manière la plus exhaustive, la plus complète au Québec. On pourrait dire à la lumière de la loi 101, évidemment, donc d'une loi qui devait transformer fondamentalement la situation du français au Québec. Une loi qui devait faire du français la langue commune. Une loi on a l'habitude de se raconter au Québec que la loi 101 aurait transformé les choses. Elle aurait changé la réalité. La sécurité linguistique des Québécois serait assurée.
et Frédéric Lacroix sur le cycle d'une lucidité intégrale. Là-dessus, on ne sort pas de ce livre en jouant de la trompette, mais en se disant qu'il faut pas lâcher. Quand on lit ça, on voit par exemple la chute du français dans la région de Montréal est très engagée. Le déclassement du réseau collégial et universitaire francophone à Montréal par le réseau anglophone est très engagé. Les transferts linguistiques, c'est-à-dire le nombre d'immigrants qui passent, les allophones, qui passent au français ou à l'anglais, joue nettement à l'avantage de l'anglais, bien au-delà du poids de la minorité historique anglophone dans la population. Donc, c'est un ouvrage qui devrait, pour peu qu'il soit lu, les hommes politiques, les femmes politiques qui vont le lire, n'auront plus le droit de dire « mais ça va globalement bien », à moins, encore une fois, de nous produire des statistiques lysenkistes, de jeux de statistiques, pour nous dire finalement que non, tout va bien si on redéfinit les choses. Si on redéfinit la notion de ce qui va bien, alors on peut dire que ça va bien. Non. Cet ouvrage-là, qui est un ouvrage documenté, un ouvrage chiffré, un ouvrage avec une vraie réflexion à la fois historique, sociologique, démographique, c'est un ouvrage qui nous oblige à regarder la réalité des choses. Nous sommes dans une situation où nous sommes au point de bascule. Nous sommes au moment où bientôt ça sera irrécupérable. Il nous dit, peut-être par générosité, que tout n'est pas foutu, que tout n'est pas perdu, mais la réponse pour lui, c'est qu'on peut pas se contenter d'ajustements mineurs ou plus majeurs à la loi 101. Il nous dit qu'il faut redéfinir le circuit institutionnel au Québec. C'est pas normal que les institutions francophones soient à ce point sous-financées, qu'il y ait un tel débalancement du financement pour les collèges, des universités. Donc, il nous invite à redéfinir le financement des institutions. Il nous invite à renforcer des institutions francophones qui, elles seules, auront la capacité de franciser véritablement. Parce que le titre est un peu peut-être trompeur. J'ai pas lu le livre, mais on a l'impression qu'il dit il y a un problème avec la loi 101. Et c'est la question que je te pose. Est-ce que le verre est dans la pomme? C'est-à-dire que la loi a été mal conçue ou non, la loi a été affaiblie par le fédéral et par notre propre indolence? Il y a deux choses. C'est-à-dire, la loi a été conçue, puis ça, là, je vais faire un peu de millage sur mes propres affaires, mais ça regroupe les siennes. La loi a été conçue dans un esprit, quand on s'intéresse à Camille Lorrain, ça devait être une loi qui donnerait pleinement ses effets dans un Québec indépendant. La loi 101, sans le Québec indépendant, c'est une loi qui, par définition, est limitée dans ses effets. Ensuite, Lacroix nous le dit très bien, puis ça avait été aussi documenté par Éric Poirier, qui est un autre chercheur sur ces questions-là, un juriste. La loi 101 a été systématiquement torpillée par les fédéraux. Et les Québécois, plutôt que d'affronter le fédéral en disant le Québec, enfin plutôt que d'affronter le fédéral en disant non, désolé, nous on décide de maintenir la loi parce qu'on croit qu'elle est d'intérêt vital, on a toujours accepté de la rapetisser, de la réduire, de la diminuer. Ce qui fait qu'un jour, on a eu Stéphane Dion qui nous a dit que la loi 101 était une grande loi canadienne. Pourquoi? Parce qu'elle avait été canadianisée, elle avait été émasculée, elle avait été désubstantialisée. Donc, puisque c'était maintenant une loi bibelot, une loi folklore, Stéphane Dion pouvait nous dire bravo les enfants, vous avez le droit à votre loi. Et là, Frédéric Lacroix nous montre, et c'est ça qui est parti, il revient aux origines de la loi 101 aussi. Quand quelquefois on nous dit aujourd'hui oui, mais les francophones ont des services en français, tout va bien. Là, ils disent non, c'est pas ça l'objectif de la loi 101. C'est pas qu'on accommode les francophones en leur offrant de temps en temps des services en français s'ils l'exigent et insistent. C'est que la langue normale des interactions au Québec soit le français. C'est que la langue d'intégration soit le français. Que la langue de contact des citoyens soit le français. Et aujourd'hui, on a décidé de, presque, je dirais, ça c'est mon analyse à moi, mais presque sur le mode psychanalytique, on a décidé de réinterpréter à la baisse les attentes de la loi 101 pour ne pas s'avouer qu'elle a échoué. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit, c'est finalement, pourvu que les francophones soient respectés lorsqu'ils l'exigent dans un commerce, tout va bien. Mais c'était pas ça, la loi 101. Puis la pente de ce basculement linguistique, c'est le Nouveau-Brunswick. En 2000, il nous dit en 2036, on va être 69% de langue maternelle française au Québec. Et si la tendance se maintient, 2036, c'est demain. Si la tendance se maintient, un jour, on va chanter avec d'autres Mommy Daddy, la fameuse chanson. Oui. Et j'espère qu'on peut recevoir des services en français lorsqu'on rentre dans tes commerces. C'est comme si on nous faisait un cadeau, comme si, regardez, comme on est gentil, il me semble que c'est le minimum syndical. On est chez nous. Ce que tu dis est fondamental ici, je crois. C'est rendu qu'on est tout heureux qu'on nous reconnaisse ce droit fondamental que de vivre un peu dans notre langue. Puis de la même manière, quand on voit certains leaders anglophones nous dire vous voyez, on a appris le français, on est de bonne foi. Non, mais là, est-ce qu'on se rend compte de l'absurdité de cette phrase-là?
Au Québec, on ne devrait pas apprendre le français parce qu'on est de bonne foi. On devrait apprendre le français parce qu'il est nécessaire, parce qu'on n'a pas le choix pour fonctionner dans cette société que de fonctionner en français. Quand on nous présente le français, l'apprentissage du français comme un cadeau, la preuve qu'on la trouve bien belle, la langue française. Puis on a appris, nous aussi, à dire « je t'aime » en français. Ça devrait pas être un cadeau fait aux francophones, un prix de récompense, un prix de consolation, un prix de félicitations. C'est bien beau votre langue, on va la parler un petit peu aussi. C'est parce que la langue commune, la langue par laquelle on fonctionne, la langue par laquelle on a l'ascension sociale, ça, c'est important, ça devrait être le français. Frédéric Lacroix nous dit, la jeune génération qui capte les signaux qu'on lui envoie. Tu sais, quand on dit les jeunes sont plus éclairés que tous, un instant, la jeune génération capte simplement les signaux que la société envoie. Et bien, qu'est-ce qu'il remarque? Il y a un passage à l'anglais dans la fréquentation scolaire, chez les allophones, mais aussi chez les francophones au niveau collégial. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la langue de la promotion sociale au Québec, c'est de plus en plus l'anglais. Alors là, est-ce qu'on veut consentir à ça? Ou est-ce qu'on se dit, on reprend l'offensive linguistique pour vrai, pas avec des espèces de potions de grand-mère, mais avec une véritable réforme linguistique? Il nous donne des pistes. De ce point de vue, je pense que Simon-Jeanin Barrette, François Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon, Madame Massé devraient tous lire, et même Madame Anglade, si ça l'intéresse, devraient tous lire cet ouvrage pour se mettre d'accord sur le constat. J'espère qu'il attaque aussi les Québécois. Parce que nous sommes aussi responsables, et tu as certainement vu ce texte dans le Journal de Montréal cette semaine sur des entreprises là, qui ont des raisons sociales en anglais, des entreprises qui ont été créées à Montréal, au Québec, par des francophones, et des entreprises qui portent le nom de Milestone, de Squeeze, de Searchlight, de Bread, de Gold Coast, etc., pour avoir l'air cool. Et comme j'en parlais un peu plus tôt, le Cirque du Soleil ne s'appelait pas le Circus of the Sun, et pourtant ça a eu un impact considérable, un succès planétaire. Donc, on a nous-mêmes baissé les bras, là. Ben moi là-dessus, j'entends ce que tu dis. Puis je suis d'accord, les Québécois devraient tous un moment donné se redresser, comme je dis, se louer, s'acheter même, pourquoi pas, une colonne vertébrale. Mais là-dessus, moi, je t'avouerais, je tangue entre ta position et une autre. C'est-à-dire, oui, les Québécois doivent en faire plus, mais à un moment donné, il y a une pesanteur institutionnelle. Il y a une pesanteur, on pourrait dire, il y a une tendance sociale qui est très lourde. Et puis, c'est bien dur pour chacun de résister à la tendance sociale. Juste donner un exemple en lien avec l'actualité présente. En ce moment, combien connaît-on d'intellectuels, de journalistes, d'artistes qui, devant la théorie du racisme systémique, bien franchement disent ça va beaucoup trop loin, puis ça va même dans la mauvaise direction, mais qui en public soit vont dire le contraire ou ne diront rien. Pourquoi? Pas simplement parce qu'ils sont lâches. Non, c'est pas toujours ça. C'est que la pression est telle que pour être capable de circuler en société, il faut envoyer un signal de ralliement idéologique. Mais de la même manière, j'ai l'impression que la pression, là c'est un fois 1000, un fois 100 000, la pression est telle pour s'angliciser, surtout dans le milieu des affaires, où on présente l'anglais comme la langue mondiale du succès, et ainsi de suite. Sa pression est telle que j'ai l'impression que la tendance institutionnelle décourage la francisation. C'est même, je ferais même une autre comparaison, pour les nouveaux arrivants. Jusqu'aux années, je dirais 90, jusqu'au référendum, la dynamique de la loi 101 plus la dynamique de l'indépendance qui s'en venait, faisait en sorte que pour un nouvel arrivant, c'était payant que de s'identifier au Québec français. On était en train de créer une dynamique qui aurait pu, à long terme, faire en sorte que la promotion sociale, c'était embrasser la majorité historique francophone. Quand on est dans un Québec vaincu, un Québec diminué, un Québec qui doute de sa langue, mais un Québec dans le Canada, un Québec où le multiculturalisme est sacralisé, un Québec où l'anglais prime sur le français, et un Québec américanisé où le racialisme américain pousse à exacerber toutes les différences qui soient. Eh bien, c'est presque plus payant aujourd'hui s'approprier une identité américaine, canadienne, montréalaise, que de s'approprier la référence à l'identité québécoise. Donc, c'est pas la faute des individus de ce point de vue seulement, ça compte aussi, mais la tendance institutionnelle est lourde. Je pense que l'avantage de ce livre, qui ne déresponsabilise pas les Québécois, c'est de nous rappeler par ailleurs l'importance des institutions dans les dynamiques linguistiques. Moi, j'irais aussi loin. Je dirais que le gouvernement du Québec n'a pas à investir des sous dans des entreprises québécoises qui ont une raison sociale en anglais et qui ont un site Internet en anglais seulement. Vous êtes comme ça, on vous donne pas un sou. Mais c'est fou, c'est-à-dire que au moins on est dans cette situation où au Québec, le français devient optionnel. Le français, c'est un cadeau qu'on fait aux natifs de la place pour leur dire qu'on les a pas complètement oubliés. Il faut retrouver cette idée qu'ils
ne faut pas parler de... Tu sais, il y a une formule de... Je perds le nom de l'auteur quand je veux la dire. Je pense que c'est André Bello qui disait « On n'a pas besoin de parler français, on a besoin du français pour parler ». Moi, c'est fondamental, cette phrase-là. C'est-à-dire que le français, ce n'est pas qu'un instrument de communication, c'est l'accès au fond de notre âme, c'est l'accès au fond de notre culture, c'est l'accès à notre mémoire longue, c'est l'accès à nos sentiments les plus profonds. C'est à travers cette langue-là qu'on décrit, qu'on témoigne de notre présence au monde. Plus largement, on pourrait dire qu'au Québec, il faudrait que le français soit simplement nécessaire. Ensuite, si en plus on l'aime, c'est encore mieux. Mais si, pour les nouveaux arrivants, surtout pour les anglophones, qui par ailleurs, les anglophones, ils ont leurs institutions historiques, ils ont leurs droits, c'est très bien, mais il ne faudrait pas que les institutions historiques anglophones soient le pilier à partir duquel restaurer une forme de bilinguisme d'État au Québec. Ça nous amène, soit dit en passant, au livre de Guillaume Rousseau et François Côté sur faire du français la langue officielle au Québec, qui est paru à l'automne dernier. Donc, il y a au printemps, il y a toute une série d'ouvrages sous le signe de la lucidité en ce moment, mais celui de Lacroix de semble être l'ouvrage amiral pour le renforcement. Et en terminant, tu sais que la loi 101, ça fait partie du racisme systémique. Là. C'est quoi ça, imposer notre langue aux autres, aux pauvres immigrants? C'est du racisme systémique. Tu dis en souriant, mais pas tant que ça, parce que le Conseil interculturel de Montréal nous a expliqué que pour lutter contre le racisme systémique, dans un document qui est paru il y a quelques mois, il fallait offrir des services autrement qu'en français parce que la norme francophone, la norme française, était implicitement discriminatoire. Bon, moi, depuis le début, cette théorie-là, qui est une théorie mal pensée, mal faite à partir de... C'est des concepts bancals, et cette théorie-là, fondamentalement, elle instrumentalise des cas dramatiques pour faire le procès fondamentalement de l'existence même des nations, des peuples, et dans notre cas, de la loi 21, de la loi 101, de l'idée du Québec comme nation. C'est un marteau-piqueur pour déconstruire l'idée du commun, qui présente toute norme commune comme une tyrannie de la majorité. Il faudrait tenir compte de tout ça dans nos réflexion. Est-ce que c'est un livre qui va être traduit en anglais? Ça serait pas si mal, mais si les Québécois le lisaient d'abord, ce serait pas mal. Ensuite, s'ils fait une grande conquête jusqu'à Vancouver, pourquoi pas le Québec à la conquête du Canada? C'est pas trop une idée. Merci Mathieu Bocoté, bonne journée. 5 ans devient un plan sur 5 jours. Vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, mon cher Mathieu, tu dois être content, on va pouvoir passer l'Halloween. Quelle drôle d'époque quand même qu'on a besoin du hockey, du feu vert du gouvernement pour dire « Hey, on a le droit de donner des bonbons aux enfants ». Mais on est dans une situation très particulière, moi ça me fascine, où tout ce qu'on pourrait appeler la régulation par les mœurs, c'est-à-dire les codes sociaux ordinaires qui misent sur la responsabilité des uns et des autres, leur sens de la responsabilité, leur capacité à évoluer en société en tenant compte de l'intérêt d'autrui, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de remplacer chaque tradition, chaque coutume, chaque mœurs par des règlements administratifs formels. Là, on est dans une crise où apparemment le gouvernement doit préciser partout avec une réglementation écrite formelle, donner son autorisation pour chaque élément du quotidien auquel on n'aurait jamais pensé, comme si la règle formelle se substituait à la responsabilité individuelle dans tout. J'ajoute une chose, cela dit, il va pas falloir oublier de faire la liste des costumes d'Halloween autorisés pour ne pas vexer personne sous le signe de l'appropriation culturelle. Ben ça, c'est vrai. On a aussi besoin d'une liste pour nous permettre de dire en quoi on peut se déguiser. Aujourd'hui, faut pas l'oublier, c'est une partie importante. T'as tout à fait raison. On attend les indications du gouvernement, là, savoir c'est une chose de passer l'Halloween, mais comment? Probablement moi je m'attends aux consignes de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui va nous faire probablement, je l'espère, à quoi sert-elle, la liste des costumes autorisés pour ne pas encourager le racisme systémique. Je m'attends à ce que la nouvelle commissaire ou le nouveau commissaire au racisme systémique à la Ville de Montréal nous fasse tout autant la liste des costumes autorisés. Et je dis ça à la blague, mais pas tant que ça, parce que de telles listes existent déjà. Ça nous vient des franges radicales de la gauche woke, comme on dit, mais sachant le rythme auquel se normalisent et s'institutionnalisent les idées les plus farfelues de la gauche woke, attendons-nous tôt ou tard un registre national des costumes d'Halloween autorisés. En ces matières, la caricature est toujours
sur l'annonce d'une réalité prochaine. Écoute, Mathieu, je parlais un peu plus tôt dans l'émission du texte d'Isabelle Haché qu'elle a publié dans la presse concernant la censure sur les campus. Et j'ai écrit sur Facebook en disant où étiez-vous là? Parce que là, les gens de la gauche disent, as-tu lu le texte d'Isabelle Haché? C'est épouvantable ce qui se passe sur les campus, dans les universités, tout ça. Et je dis, ça fait des années que Mathieu Bock-Côté en parle, que Jean en parle, que Mario Dumont en parle, que Sophie en parle, que Joseph Facal en parle. Vous étiez où dans ce temps-là? Mais non, mais alors, c'est drôle que tu dis ça, je faisais la même réflexion. Tous ceux qui, hier, ont dit des gens de qualité, je pense quelques-uns à Radio-Canada, des gens que j'estime, qui ont dit, par exemple, Sébastien Bovet, qui est pour moi un très bon journaliste, qui dit on tombe en bas de sa chaise en lisant ça. Ben voyons! J'ai répondu pour plus tard en disant, mais on tombe pas en bas de sa chaise. Moi, je tomberais en bas de ma chaise si une administration universitaire décidait de résister à de telles techniques d'intimidation. Mais il y a derrière tout ça, il y a une chose très simple, et ça, c'est l'histoire de l'anticommunisme, c'est l'histoire du multiculturalisme qui nous revient chaque fois. Quand, ce qu'on appelle, j'aime pas ces mots-là, mais quand la droite, entre guillemets, s'inquiète de quelque chose, c'est pas grave, c'est du conspirationnisme réactionnaire, c'est le signe d'une psychologie paranoïaque et ainsi de suite. Et il faut que la gauche se rende compte elle-même d'une réalité inquiétante pour qu'on ait le droit désormais de s'en inquiéter. Il a fallu, par exemple, le communisme au XXe siècle, quand Aron s'y opposait, puis avant ça même parce qu'on s'y est opposé dès les années 20, on a su ce qui se passait, les années 30, les années 40, 50, 60, on peut faire la longue liste, il a fallu que les nouveaux philosophes, venus de la gauche la plus radicale, se rendent compte eux-mêmes de ce qui se passait avec le communisme pour que l'anticommunisme soit désormais autorisé et passe pour un humanisme. Exactement, tu as tout à fait raison. Écoute, je fais une métaphore, là. Moi aussi, je vais reprendre droite-gauche, là. Si la droite dit, mais mon Dieu, le feu est pris dans la maison, il y a rien qui se passe, mais si la gauche dit, il me semble que ça sent un peu le brûler, là, soudainement, les pompiers débarquent. Oui, mais exactement. Et puis moi, j'ai une formule là-dessus. Il faut avoir été communiste pour avoir le droit de plus l'être, parce que si on ne l'a jamais été, c'est la preuve qu'on a manqué de cœur. De la même manière, quand Tony Blair, en 2005, a dit que le multiculturalisme, après les attentats de Londres, était un problème, avait échoué, que là, soudainement, c'est légitime. Mais le problème, c'est que ce procès, ce constat existait depuis 15 ans au moins. Ben oui! Oui. En ce moment, la cancel culture, si on s'intéresse à ça depuis le début des années 90, ceux qu'on appelle les méchants conservateurs, ont documenté ce phénomène-là, mais ça compte pas parce qu'on suppose qu'ils s'y opposaient par intolérance. Exemple, s'il en est un, d'une femme que j'estime par ailleurs, Caroline Fourret, écrit Génération offensée. C'est un très bon livre. Le problème, c'est qu'elle commence le livre parce qu'elle est consciente elle-même de ce qui se passe en disant il faut s'inquiéter de ces censures nouvelles, donc très bien. Elle prend la peine de dire oui, les conservateurs s'inquiètent de ça depuis longtemps, mais eux le faisaient elle le dit pas dans ce mot lecteur, mais par intolérance. Ils le faisaient pour des mauvaises raisons. Donc c'est comme si on avait eu raison pour des mauvaises raisons, donc on avait eu tort. Et il faut que la gauche fasse tout le parcours de l'élimination pour en arriver tout ou tard à la conclusion que ce qu'elle embrassait ne méritait pas d'être embrassé et elle a donc le droit de le dénoncer. Mais si on s'y opposait dès le début sans prendre la peine de faire du slalom pour avoir le droit d'être d'accord, pas d'accord, là, ça, c'est mal. Parce que si dès le début, on a dit que cette option-là était mauvaise, eh bien, c'est le signe qu'on était guidé par une idéologie mauvaise. Dernier exemple, tout récent, dans les banlieues françaises, je pense que c'est 2 journalistes du Monde, si je me trompe pas, qui il y a 2-3 ans ont sorti un livre pour nous informer que les banlieues s'islamisaient. Wow! Bravo! Remarquable! Et là, plusieurs ont dit, vous savez que ça dit depuis 20 ou 30 ans qu'on l'avait diagnostiqué, et la réponse était suave. On nous dit, oui, mais nous, eux, c'était par idéologie qu'ils disaient, nous, on a documenté. La réponse des idéologues en question, c'est, mon idéologie n'était pas si mauvaise, elle me permettait de voir les choses alors qu'elles étaient en train de naître et se déployer. C'est toujours le même... les deux, donc, la droite et la gauche dit il pleut, sauf que la droite a tort de dire qu'il pleut, alors que la gauche a raison de dire qu'il pleut. Oui, parce que la droite dit qu'elle pleut parce qu'elle est probablement pluiphobe. Et que derrière la pluie, il y a une hostilité viscérale à l'humidité qui est probablement le signe d'une sécheresse mentale. Alors que la gauche, elle, aime la pluie, désire la pluie, mais un jour constate qu'on se noie sous 18 mètres d'eau et demande alors est-ce qu'on pourrait peut-être critiquer les excès de la pluie. C'est toujours cette espèce de logique un peu étrange. Moi, devant ça, c'est pour ça que j'aime pas le clivage gauche-droite parce que je le trouve contre-productif intellectuellement, mais s'il est utile ici, c'est de nous montrer finalement que
c'est un petit drapeau. Quand on est de gauche, on a le droit de s'inquiéter de quelque chose. Quand on est marqué à droite, peu importe ce qu'on dira, ce sera toujours vu comme une parole suspecte. Exactement. Isabelle Haché, c'est très fort bon texte par ailleurs. Là. Isabelle Haché qui dit, bon, il y a de la censure sur les campus. Et moi, je disais, c'est drôle parce que quand moi, je disais ça il y a plusieurs années, je me faisais insulter par la même petite gang qui adore le texte d'Isabelle Haché actuellement. Mais bien sûr, je vois la même chose. Moi, ce qu'elle écrit là, moi, c'est pour ça que c'est un très bon texte, mais c'est un texte qui ne fait que confirmer ce qui a été documenté 100 fois. Il semble, cela dit, que pour certains, là, il y a un moment, ça tourne, ils viennent de se rendre compte de quelque chose. Je ne peux m'empêcher, cela dit, de noter que quand les jeunes qui se comportent comme ça dans les universités, les étudiants, eh bien, ces idées-là ne leur sont pas venues de nulle part. Hein. Et c'est tout un corps professoral qui normalise aujourd'hui, surtout en sciences sociales, des idées très radicales, la doctrine woke, toutes les différentes studies au nom de la culture woke, la célébration des systématiques des minorités, quoi que ce soit. C'est toute cette culture-là qui a été véritablement qui a teinté, qui a orienté cette nouvelle génération militante. Et je note, soit dit en passant, parce que ce qui est le plus important là-dedans, c'est pas la réaction des jeunes qui sont fanatisés, qui se comportent comme des gardes rouges. Ce qui est le plus important, c'est la réaction de l'administration. Alors ça, c'est fondamental. L'administration, là-dedans, dit, oh là là, on se couche. Il faut voir que dans toutes les universités, d'ailleurs, en fait, de plus en plus, il y a des commissaires à l'inclusion, à la diversité, à la lutte contre le racisme, qui sont justement en place pour, je dirais, traquer partout, surtout là où il n'y en a pas, des manifestations de racisme et d'intolérance. Donc, l'université elle-même, aujourd'hui, normalise, endosse, encourage les comportements fanatisés de certains étudiants qui se veulent woke et qui, en fait, sont des petits gardes rouges, mais les institutions ont cédé. Donc, l'institution universitaire elle-même, aujourd'hui, est une forme, fabrique la folie, et aujourd'hui, là, soudainement, on s'en inquiète un peu. C'est très bien de s'en inquiéter un peu, mais il va falloir s'intéresser aux origines du phénomène, puis se demander pourquoi. Certains ont vu ça depuis 30 ans, l'ont documenté, mais apparemment, c'est pas légitime dont ils le disaient. Et concernant encore la gauche qui se réveille enfin et qui arrive en retard après tout le monde, il y avait, Marie-France Bazot dans l'actualité qui a écrit un texte sur la gauche en disant, la gauche s'est fourvoyée, la gauche trahit ses idéaux. Avant, la gauche défendait le petit travailleur, maintenant, elle défend, des idées complètement ridicules. Et les gens ont dit, mais quel texte fantastique. Oui, c'est un excellent texte, mais ça fait des années que les gens de la droite le disent, que la gauche se fourvoie. J'en reviens pas. Mais moi, je vois à travers ça, c'est-à-dire on est dans une situation où être de gauche ou de droite, pour moi, ne désigne pas fondamentalement des positions politiques. La gauche est une étiquette dont on se réclame pour être du côté de la légitimité morale. Et une fois qu'on est de gauche et on est marqué de gauche, on peut apparemment dire ce que l'on veut parce qu'on est censé le dire à partir d'une conscience noble et justement orientée. Et quand on est être de droite, on l'est moins à droite, on se fait accuser d'être à droite parce que d'ailleurs, il y a la formule vous êtes en train de dériver à droite. Hein? On dérive à droite, ça veut dire qu'on s'en va dans le camp des infréquentables. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il ne suffit jamais d'être à gauche. Hein? Être à gauche, c'est une chose, ensuite, il faut le rester. Donc, comment on reste à gauche? En pliant le genou devant les différentes revendications qui sont justement de la gauche radicale. Et si on ne plie pas le genou, si on ne suit pas le rythme, si on ne suit pas la marche, eh bien, on passe à droite sans même l'avoir voulu. Et c'est pour ça, de ce point de vue, que c'est la gauche qui fabrique elle-même la droite en repoussant à droite tous ceux qui ne veulent pas la suivre dans ses évolutions, entre guillemets. Ça, c'est l'histoire du clivage gauche-droite. L'histoire du clivage gauche-droite, c'est l'histoire du rejet à droite de tous ceux qui ne veulent pas suivre le rythme de la gauche, disons ça comme ça. Mais c'est tellement... Et ça, c'est une histoire intellectuelle. J'ai consacré tout un chapitre de livre là-dessus dans l'Empire du politiquement correct. Ça, le titre du chapitre, c'était ce que la gauche appelle la droite. Et fondamentalement, tant qu'on n'aura pas, ça c'est mon avis, on n'aura pas remis en question le clivage gauche-droite qui sert à fabriquer de l'illégitimité, qui sert à disqualifier, eh bien, on va être prisonnier d'un système de pensée qui nous empêche de décrire correctement les phénomènes sociaux. Et pour moi, ça, c'est une question importante. De ce point de vue, le clivage gauche-droite est intéressant, non pas pour les positions auxquelles on l'associe traditionnellement, mais en tant qu'il nous permet d'éclairer les mécanismes qui fabriquent la légitimité et l'illégitimité dans le débat public. Écoute, tu as tout à fait raison. Et en terminant, je dirais, où était Isabelle Haché et ses amis lorsque toi, tu as été censuré dans une université à l'UQAM? Ils n'en parlaient pas. C'était silence radio. Mathieu, on s'est emporté parce que tu voulais nous parler de la régularisation des immigrants clandestins. Garde ce sujet-là pour lundi. On aura l'occasion d'en reparler sans le moindre doute. Tout à fait. Bon week-end, Mathieu Bock-Côté. Merci. Bye bye.